Librairie à Stendhal, les rencontres de la librairie française de Rome. Le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram. Bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette deuxième soirée de la Semaine des Possibles à la librairie. Alors on est très content d'accueillir Stéphane Durand. Pour le présenter, c'est un petit peu, c'est simple et compliqué parce qu'on est toujours dans le même domaine, mais il a tellement de casquettes. Alors, biologiste, ornithologue, conseiller scientifique et co-auteur des films de Jacques Perrin, donc des documentaires qui sont passés au cinéma, Le peuple migrateur, Océan, Les saisons. Et puis récemment, directeur de collection d'une collection qui existe depuis 1 an chez Actes Sud, qui s'appelle Monde Sauvage, qui complète en effet son travail jusqu'à présent sur un versant d'écriture et de direction de collection pour d'autres auteurs à qui il commande des livres précis. Donc peut-être on va tout de suite te questionner sur pourquoi cette collection, Monde Sauvage, qui rentre dans une catégorie de livres une catégorie un peu nouvelle. Il y avait jusqu'à présent des livres scientifiques sur la nature et l'environnement, ou bien de très grandes vulgarisations, beaux livres avec des très belles photos, avec par contre assez peu de textes qui les accompagnaient. Et là, on est dans un entre-deux, mais qui a aussi un autre objectif qui raconte vraiment une histoire. Enfin, il y a vraiment un souci tout à fait particulier de rendre accessible le discours à travers vraiment une espèce de mise en fiction. Enfin, c'est pas vraiment une fiction, mais en tout cas, on ordonne le savoir d'une façon agréable à lire. Et donc ça, c'est certainement une particularité de la collection. Alors peut-être on va te laisser la parole pour dire comment elle est née et en tout cas sur les premiers numéros, comment elle s'est articulée cette collection. Bonjour, merci d'être venu ce soir. Alors pour dire ce qui a motivé la naissance de la collection, je peux peut-être faire référence, pour ceux qui étaient là mardi soir, à ce que disait Cyril Dion. Cyril Dion, vous vous rappelez de sa conférence qui a commencé de façon assez lourde, dramatique. Effectivement, il a exposé des faits qui sont implacables et assez terribles. Mais il a dit, voilà, pour se sortir de ça, la lueur d'espoir, c'est qu'il faut changer le récit. On est dans un récit extrêmement, le récit néolibéral qui nous amène droit à la catastrophe. Et il a dit, il faut que les gens changent de logiciel, qu'on change de paradigme, il faut proposer aux gens des récits alternatifs. Et du coup, ça m'amène à la collection, parce que Marie-Ève, tu as mis en avant le côté, l'importance du récit dans ces livres-là. Et c'est vraiment pour ça, c'est vraiment pour participer, comme le dit Cyril, pour participer à la proposition de nouveaux récits, en tout cas de récits alternatifs au néolibéralisme. Voilà, comment être autrement dans ce monde, comment être autrement au contact du monde sauvage, de la nature, que dans un rapport de force en permanence, un rapport de lutte de tous contre tous. Voilà, c'est pas une donnée, c'est pas une loi universelle de l'univers, hein, c'est pas comme la loi de la gravitation. Voilà, on n'est pas obligé d'être en lutte les uns contre les autres en permanence, comme on veut nous le faire croire. Voilà, il y a d'autres manières d'être avec les autres vivants sur cette planète. Et voilà, la collection a pour but de donner la parole à des gens qui, comme des explorateurs, reviennent du monde sauvage, comme François revient des cachalots, comme Rémi revient de sa rencontre avec les ours. Voilà, ils reviennent de ces pays inconnus et qui sont pourtant sur cette planète, et pour nous dire, voilà, il y a d'autres manières d'être sur la Terre, il y a d'autres manières d'être avec ses voisins, et voilà, et on leur donne la parole. Il y a une petite histoire que j'aime bien et qui aussi définit bien l'esprit de la collection. C'est une histoire que Baptiste Morisot m'a soufflé.
Baptiste Morisot, qui est un des auteurs de la collection, et qui n'est pas là sur la piste animale, mais c'est un philosophe. Et il m'a raconté une histoire des Iroquois. Les Iroquois, c'est un peuple, enfin c'était un peuple indien des régions nord-est des États-Unis ou sud-est du Canada, vers les Grands Lacs et toute cette région-là. Et les Iroquois, à la grande époque de leur culture, quand il y avait une réunion de sages, quand les grands chefs se réunissaient pour palabrer et prendre des décisions, ils commençaient la conférence, la discussion, en désignant qui, parmi eux, autour de la table, enfin autour du feu de camp, qui parlerait au nom du loup. Voilà, qui serait là pour représenter les besoins, les droits du loup, les intérêts du loup, qui est-ce qui porterait la parole du loup, parce que c'est important, autour de la table, qu'il n'y ait pas que les humains, les Iroquois en l'occurrence, qui décident de l'avenir, de ce qui allait se passer à cet endroit-là. Il y a l'esprit du loup était vraiment important, et ses besoins sont importants, et il faut en tenir compte. Et l'esprit de la collection, c'est vraiment ça, donner la parole, alors non pas à l'ours ou au cachalot ou au singe, mais parce qu'évidemment, ils ne parlent pas, mais aux gens qui peuvent traduire et qui reviennent vraiment comme des traducteurs ou des interprètes, qui reviennent d'un pays étranger, comme un ethnologue revient d'un séjour prolongé en Amérique du Sud, chez un peuple ou des aborigènes d'Australie, voilà, et ils reviennent. Et ils nous disent, voilà comment ils vivent, voilà quels sont leurs besoins, voilà comment ils aimeraient que les choses deviennent. Et là, c'est la même chose. Alors, ce ne sont pas des aborigènes d'Australie, ce ne sont pas des Indiens d'Amérique du Sud, ce sont des cachalots, des chimpanzés, des loups, pourquoi pas des insectes. Et aujourd'hui, on parle même d'intelligence chez les arbres. Et les arbres, vous avez vu, éditorialement, ça fait florès en ce moment. Il y a voilà, les arbres ont aussi des choses à nous dire. Alors pas à la manière littérale, mais leur manière d'être entre eux. Voilà, ça permet de montrer qu'il y a d'autres façons que la lutte éternelle qu'on veut bien nous faire croire. Il y a d'autres façons d'être ensemble, de vivre ensemble. Voilà, il y a d'autres manières de vivre ensemble. Et il y a d'autres cultures humaines qui nous le disent, mais il y a aussi d'autres vivants qui nous permettent de l'envisager. Donc voilà, la collection vise à donner la parole à ces gens-là. Donc ça s'inscrit aussi dans une chose, un projet un peu plus global chez Actes Sud. Donc il y a là sur le versant plus animal. Tu risques d'aller vers d'autres endroits aussi dans cette collection-là, ou tu restes sur... Non, ça va vraiment être animal. Il y a déjà des collections qui traitent du végétal et des arbres en particulier. Qui sont gérés par Jean-Paul Capitani. Non, moi, c'est vraiment le domaine animal, et il y a de quoi faire. Ensuite, il y a le domaine des possibles, qui est plus sur les modes de vie, en fait, les économies, modes de vie, être ensemble, et choses comme ça. Et l'autre collection qu'on présentera samedi, Je passe à l'acte, qui est là quelque chose de beaucoup plus pratique, avec sur nous, qu'est-ce qu'on peut faire chacun individuellement au quotidien. Mais que ça soit la collection, un domaine des possibles, ou la tienne, n'empêche pas une réflexion quand même un peu plus profonde aussi sur le collectif, quel est le devoir du collectif par rapport à, là par exemple, au vivant et à l'animal, ainsi que des pistes politiques aussi, parce que sans ce versant collectif et politique, on ne peut pas faire grand-chose. Ah ouais, c'est ce que je demande aux auteurs. Quand je demande à Rémi de m'écrire un livre sur l'ours, Rémi, c'est un explorateur, un photographe, un cinéaste qui passe sa vie derrière à pister les ours bruns et les ours blancs. Je ne demande pas uniquement un livre sur la vie de l'ours brun et de l'ours blanc. Alors, on apprend énormément de choses sur la vie des ours, mais c'est aussi qu'est-ce que ton expérience de contact, de vie aux côtés des ours, et puis d'avoir rencontré des gens qui vivent auprès des ours au Japon, en Sibérie, au Canada. Qu'est-ce que tu en retiens et quel est le message à faire passer au lecteur ? Est-ce qu'on peut vivre ? C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, la population, on vient de réintroduire 2 ours dans les Pyrénées. Bon, en Italie, on vit depuis toujours avec des ours. Il y a toujours eu des ours en Italie, mais en France, ils avaient disparu. On vient d'en réintroduire 2 dans les Pyrénées. Et les gens s'inquiètent, mais est-ce que c'est possible de vivre avec 2 ours dans les Pyrénées, 2 ou 3 ours ? Et ça devient tout de suite terrible. Pour certaines personnes, il faut quasiment
ouvrir une cellule psychologique. Là, on est au bord du précipice. Et ben non, ouais, l'expérience de gens comme Rémi, qui eux ont parcouru le monde toute leur vie pour aller à la rencontre des ours et des gens qui vivent et qui connaissent les ours, montrent que non, tout va bien. En Roumanie, il y a 5 ou 6 000 ours. Dans les Carpates roumaines, c'est un pays qui est 2 fois plus petit que la France. Il y a 6 000 ours et il n'y a pas un accident. Il n'y a pas un accident. Tout va bien. Hein. Il faut se calmer. Tout va bien. Voilà. Alors les gens savent comment se comporter avec les ours. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais voilà, il y a quelques règles. On ne fait pas n'importe quoi quand on vit en société. On s'arrête au feu rouge pour laisser passer les voitures. Donc, voilà, il y a quelques règles. Évidemment, si on traverse quand le petit bonhomme est rouge, on risque de se faire renverser. Ben voilà, on a intégré cette règle-là voilà, en forêt, dans les Carpates. On sait qu'il ne faut pas faire ceci ou faire plus cela pour pas déranger les ours ou pour pas les effrayer ou au contraire pour pas voilà, avoir de problèmes. Voilà, c'est quelques règles très simples et voilà, c'est le fait d'aller à la rencontre de gens qui, eux, ont l'expérience, nous permet après, en retour en France, d'avoir un point de vue nouveau. Donc voilà, et c'est pas la même chose pour François qui va plonger, alors là en l'occurrence avec les cachalots, mais c'est aussi, il est très connu pour plonger avec les grands requins, donc des animaux qui font peur à tout le monde, notamment le requin blanc. Et lui milite pour dire maintenant il n'y a vraiment aucun problème. Et d'ailleurs dans le film Océan qu'on a projeté hier, il y a une scène où on voit François qui nage épaule contre nageoire avec un requin blanc. Une grande femelle qui fait 6 mètres de long, qui doit peser plus d'1 tonne, et il nage côte à côte avec le requin blanc. Alors qu'on nous dépeint des scènes terribles avec le requin blanc mangeur d'hommes. Voilà, et François, il milite pour dire non, dans certaines conditions, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les requins, mais si on se comporte bien, dans certaines conditions, tout va bien. Et c'est même en général les requins qui ont peur des hommes. Donc voilà, donc il y a plein d'idées reçues qu'il faut combattre, il y a plein de choses qu'il faut renverser, et la collection est là pour justement œuvrer à ce que disait Cyril mardi, cette révolution copernicienne de notre rapport au monde et de ce récit dominant qui nous dit que voilà, l'homme doit dominer la nature et certains hommes doivent dominer les autres hommes. Au final, c'est ça le néolibéralisme. Donc non, il faut renverser tout ça. Il y a d'autres façons d'être. En même temps, on a globalement perdu quand même le rapport au sauvage, enfin, la confrontation avec la nature. Enfin, on l'a beaucoup perdu, enfin aussi à cause des villes, l'urbanisation, des choses comme ça. Mais tu montres, alors on peut peut-être maintenant aussi aller sur les tiens de livres. Au niveau local, par contre, ça se perd beaucoup moins. Il reste des traditions locales de rapport à la nature qui sont vécues localement beaucoup plus activement, quoi. Alors, si tu permets, je commencerai d'abord par celui-là, le livre de Valérie Chancigo, il s'appelle « Les Français et la nature ». Ce livre, je lui ai demandé de l'écrire parce qu'il y avait vraiment un mystère. Il y a un mystère français dans le rapport des Français à la nature. Quel que soit le pays occidental, les Français sont différents. Il y a une exception culturelle française. Alors, les Français se targuent d'exception culturelle, mais dans le rapport à la nature, c'est le cas aussi. Les Français sont au mieux indifférents à la nature. Au pire, ils détestent la nature. C'est voilà, globalement, évidemment, je suis français, moi j'aime la nature, mais dans l'histoire, on peut vraiment retracer ça. Et c'est une particularité, une anomalie. Et j'ai demandé à Valérie, qui est historienne de l'environnement, d'aller creuser pour savoir mais alors, pourquoi les Français sont si perturbés et sont si inquiets vis-à-vis de la nature. Il y a des faits qui sont vraiment incroyables. Par exemple, voilà, ce qu'on pourra aussi dire avec l'autre livre, il y a de nouveau des phoques sur les côtes françaises. On les avait tous éliminés. Maintenant, il y a 500 à 600 phoques sur les côtes atlantiques et les côtes de la Manche, en Bretagne, en Normandie. Super. Donc voilà, c'est magnifique. Mais déjà, les pêcheurs en Bretagne et en Normandie tirent la sonnette d'alarme. C'est terrible, il y a 500 phoques, ils sont en train de bouffer tous les poissons, il faut les éliminer. On n'a plus de poissons à pêcher, c'est l'horreur. Et vous allez en Angleterre, il y en a plus de 100 000. Il y a plus de 100 000 phoques. Et c'est à 30 km, la Manche, et c'est pas très large. Et comment font les pêcheurs britanniques ? Ils ont l'air de tout à fait pêcher et vivre convenablement avec 100 000 phoques.
à moins que les phoques britanniques soient herbivores, mangent des algues, mais apparemment ça n'a pas été montré par les scientifiques, donc ils mangent autant de poissons que les phoques français, et ça pose pas de problème. Donc non, c'est le genre d'anecdotes qui sont rigolotes comme ça, mais ça prouve que les Français ont un problème avec la vie sauvage. C'est pareil, on parlait des ours tout à l'heure, mais on parle les chevreuils, les cerfs. On a une densité de chevreuils et de cerfs qui sont bien moindres qu'en Allemagne ou en Espagne, par exemple. Il y a 2 fois plus, il y a 10 fois plus de chevreuils en Allemagne qu'en France. Il y a 200 000 cerfs en France, il y en a 7 ou 800 000 en Espagne. Et pour des pays qui sont plus petits que la France. La France est le plus grand pays d'Europe occidentale. Et on a les plus faibles densités. Pourquoi ? Parce qu'on ne supporte plus, les chasseurs, les forestiers et les agriculteurs ne supportent pas des densités élevées de cerfs et de chevreuils. C'est un problème de culture. C'est pas que les chevreuils en France sont particulièrement méchants ou vont spécialement manger les cultures des paysans ou les jeunes pousses des arbres en forêt. Non, ils mangent la même chose en Allemagne ou en Espagne. Mais on ne l'accepte pas en France. Et pourquoi ? C'est un problème culturel et Valérie est allée vraiment creuser ça. C'est vraiment intéressant de voir sur plusieurs siècles cette culture cette distance par rapport à la nature se mettre en place. Ouais. Et paradoxalement, c'est en France qu'on a la plus grande biodiversité. On a le potentiel en biodiversité le plus grand d'Europe, parce qu'on est le pays le plus grand et on est le pays le plus diversifié en termes de paysages. On a plusieurs côtes avec des océans, des mers, on a des montagnes jeunes, des montagnes âgées, des pays calcaires, des pays granitiques, des forêts de conifères, des forêts de feuillus, on a des rivières, des fleuves, on a vraiment des paysages extrêmement variés, beaucoup plus variés que dans les autres pays d'Europe. Et donc chaque paysage, avec cette grande variété de paysages et de climat, et de sol, et d'hydrologie, de géologie, promeut une variété de faune et de flore vraiment incroyable. On est le pays d'Europe qui a le plus grand potentiel. Et dans ce livre, je raconte d'où il vient le potentiel et comment la nature s'est exprimée en France et comment on l'a bien dézinguée. C'est en rapport aussi à l'agriculture. On a dézingué le vivant aussi pour les cultures. À quand tu dates cette grande disparition de... Alors, dans ce livre qui retrace 20 000 ans c'est le dernier livre qui est sorti, 20 000 ans de l'histoire de la nature en France, ce serait pour l'Italie. Il faudrait raconter une histoire un tout petit peu différente. Je pourrais vous dire pourquoi tout à l'heure. Mais voilà, pourquoi je suis parti il y a 20 000 ans ? Parce qu'il y a 20 000 ans, la France, c'est un désert. Et on est au paroxysme de l'âge de glace, il n'y a vraiment rien du tout. Il fait tellement froid et tellement sec qu'il n'y a plus rien. Il n'y a quasiment plus de nature en France. Un tout petit peu en Aquitaine, dans le quart, vraiment dans le coin sud-ouest de la France. Et la nature européenne est réfugiée en Espagne et en Italie. Pour ça, l'histoire de la nature en Italie serait différente parce que ça n'a jamais été un désert, l'Italie. Il y a toujours eu la nature et la nature européenne s'est réfugiée pendant l'âge de glace en Italie. Et tout est reparti de l'ailleurs, d'Italie et d'Espagne. Donc il y a 20 000 ans, la France, c'est rien, c'est une table rase, c'est un désert de pierre et de poussière. Et puis quand le climat a changé, s'est radouci et s'est réhumidifié, alors là, la nature est repartie donc d'Espagne et d'Italie et a réenvahi à nouveau toute la France et puis tout le reste de l'Europe. Et là, le potentiel français et européen de la nature s'est vraiment exprimé avec d'immenses forêts, avec les rivières qui se sont mises à couler à nouveau, parce que les rivières étaient à sec pendant l'âge de glace. Donc les poissons migrateurs sont revenus. Les côtes marines, de nouveau, ont été riches en poissons, en baleines, en requins, enfin des eaux extrêmement, extrêmement riches. Et on a souvent eu l'idée... on a souvent pensé que c'était au moment de la révolution industrielle que la nature a pris un coup derrière la tête. Et en fait, en retraçant toute cette histoire, ça remonte à bien plus longtemps. En fait, quand Jules César conquiert la Gaule en moins 52, c'est ça, avant Jésus-Christ,
la Gaule est déjà, il y a déjà plus de forêt, il y a plus de forêt primaire. La forêt qui avait réenvahi et reconquis tout le territoire français après l'âge de glace, déjà les Gaulois et les ancêtres des Gaulois avaient déjà tout coupé. C'est une campagne, c'est une grande campagne, la Gaule, au moment où Jules César arrive. Par contre, au-delà du Rhin, il n'a jamais réussi à envahir la Germanie, l'actuelle Allemagne, parce que les forêts étaient toujours là, et les peuples germains qui étaient là avaient une façon de faire la guerre, une façon de guérilla, comme ça, cachée derrière les arbres, aller très vite, se cacher comme ça, et les Romains étaient incapables de guerroyer comme ça. Et ils n'ont jamais pu envahir la Germanie. À cause de ça, à cause de ces forêts impénétrables, très humides, donc avec des marécages, beaucoup d'arbres, très denses, beaucoup d'arbres tombés, hein, parce qu'une forêt primaire, c'est une forêt avec des arbres très vieux et beaucoup d'arbres morts au sol. Donc vous imaginez les légions romaines qui aiment bien faire la guerre et se déplacer en terrain ouvert. Là, au-delà du Rhin, la Germanie, la Pologne, tout ça, ça a été impossible pour eux d'avancer. Et les peuples guerriers qui étaient là, les Germains, eux, savaient faire la guerre dans ces conditions-là. Donc ils ont empêché les Romains et Jules César d'avancer. Ils n'ont jamais conquis. Voilà. Et donc, voilà, dès les ancêtres des Gaulois, en France, il y a déjà quasiment plus de forêts primaires. J'ai tout un chapitre sur les rivières sauvages qui sont pleines de saumons, d'esturgeons, de plein de poissons migrateurs. Les phoques et les marsouins remontaient les rivières, hein, très très haut. Dès le Moyen-Âge, déjà, ça commence à bien diminuer. Il y a des régions entières, comme la Normandie et la Bretagne, surtout la Normandie, où il n'y a plus de saumon dans la rivière au Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que le Moyen-Âge invente le moulin à eau. On se dit, quel rapport entre le moulin à eau et les saumons ? Mais en fait, pour faire fonctionner un moulin à eau, il faut faire un barrage. Il faut couper la rivière, faire un barrage pour créer une petite chute d'eau, avec un étang, un étang d'eau derrière, une petite chute d'eau, et c'est cette petite chute d'eau qui fait tourner la roue pour moudre le blé, ou tout ça. Et ces petits barrages empêchaient les saumons de remonter les rivières. Et donc, dès la création des moulins à eau au Moyen-Âge, il faut savoir qu'il y a des rivières où il y avait un moulin tous les 100 mètres. Aujourd'hui, on ne le voit plus, ça, parce que la grande majorité de ces moulins ont disparu. Mais il faut imaginer des rivières qui sont des escaliers, avec des petits barrages tous les 100 mètres. Et une roue, un bâtiment et une roue. C'est quand même dingue de penser ça. Donc évidemment, les saumons et tous les poissons migrateurs, incapables de franchir ça. Donc c'était des rivières qui ont été vraiment interdites aux poissons migrateurs dès le Moyen-Âge. Et en mer, c'est le territoire qui est resté sauvage le plus longtemps, c'est ce que je raconte aussi, avec des mers remplies de poissons. Enfin, c'était des nombres, c'est innombrable, les sardines, les anchois, les maquereaux. On a des scènes de pêche hallucinantes. Et même ça, on a réussi à le vider dès le 18e, 19e siècle. Les baleines, par exemple, toutes les baleines ont été, dès le Moyen-Âge, exterminées des côtes françaises. Voilà, donc la destruction de la nature et de la biodiversité remonte bien avant l'époque industrielle, même si l'époque industrielle, évidemment, a accéléré les choses en rajoutant la pollution, notamment, en rajoutant les derniers barrages, les derniers fleuves sauvages où les saumons pouvaient encore remonter, c'était des fleuves ou des rivières suffisamment larges pour qu'on ne puisse pas construire de moulins à eau. Mais à partir de la fin du 19e, on construit des grands barrages hydroélectriques. Et là, on est capable de construire des barrages qui font plusieurs centaines de mètres de large. Et donc, ça a sonné vraiment la fin des derniers poissons migrateurs. À la fin du 19e et début 20e, les derniers qui arrivaient à passer ne peuvent plus passer. Donc voilà, c'est une histoire assez ancienne, la destruction de la nature. Et en fait, les deux sont liés. Les deux sont complémentaires, parce qu'il y a celui-là qui commence d'abord comme une belle histoire, puisque c'est la conquête de la nature qui conquiert toute la France et l'Europe. C'est magnifique, sauf le dernier chapitre où je raconte tout ce que je viens de dire, là où à partir des Gaulois, ça zigouille sec. Mais rien n'est perdu, et c'est ce qu'on raconte avec mon collègue Gilbert dans celui-là, qui est un peu la nature en France et en Europe
d'aujourd'hui à demain. Et on propose, c'est un peu un travail de prospective, mais qui est basé sur des faits réels. La nature n'a pas complètement disparu. Alors, les deux livres sont très basés sur la France, mais il y a quand même des similitudes avec les pays européens. Il y a quand même pas mal de liens. Il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, on ne cesse de dire, on lit dans les journaux, on allume la télé, on dit tout le temps que la nature est en train de disparaître. On annonce toutes les semaines tant de pourcents d'oiseaux, d'insectes, de mammifères ont disparu. Et c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Ce dont on n'entend jamais parler, c'est les bonnes nouvelles. Malgré tout ça, malgré les ténèbres dans lesquelles on est plongé, il y a comme ça des petites lucioles, des petites lueurs d'espoir qui donnent des caps à suivre, qui sont vraiment intéressants et qui proposent des solutions. Et donc, on les a rassemblés dans ce livre qui est vraiment plein d'espoir. C'est marrant parce qu'on a vraiment des lecteurs qui viennent nous dire « Oh, je l'ai lu 3 fois de suite parce que ça fait trop du bien, quoi. » C'est un petit shoot d'optimisme. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous donne les bonnes nouvelles et que les gens ne savent pas. Et donc, voilà, on les a toutes concentrées là pour faire du bien. Il se trouve que, voilà, en France en particulier, grâce à des pays comme l'Italie, voilà, merci l'Italie, merci l'Espagne, des espèces qui avaient disparu de France reviennent. Alors le plus connu, c'est le loup, qui a toujours vécu en Italie et qui s'est développé ces dernières décennies. S'est développé à tel point qu'il a atteint la frontière française depuis les Abruzzes et il a traversé la frontière française en 1992. Et officiellement, les premiers loups français sont arrivés donc d'Italie en 1992. Et maintenant, il y a plus de 400 individus en France, dans toute la France. Alors je sais que c'est une espèce qui fait très polémique. Mais voilà, il y a 40 ans, il n'y avait pas de loup en France. Maintenant, il y en a 400. C'est l'espèce la plus connue qui fait l'actualité et qui est sous le feu des projecteurs. Mais on parlait des ours tout à l'heure. Dans les années 1990, on pensait que les derniers ours des Pyrénées allaient disparaître. Donc tous les naturalistes pensaient que, voilà, on attend du jour au lendemain l'annonce que le dernier ours a disparu et donc il n'y aura plus d'ours en France, c'est terminé. Et aujourd'hui, on en est pratiquement à 50 ours dans les Pyrénées. Grâce à un travail, là par contre, ils ne sont pas revenus tout seuls. On a donné un petit coup de pouce, on a réintroduit quelques ours, des ours femelles qui venaient surtout de Slovaquie, qui sont venus, donc on les a introduits dans les Pyrénées françaises, qui ont donné naissance à leur première portée en France. Ces petits oursons ont grandi, ont eux-mêmes donné naissance à de nouvelles générations d'ours. Et de 3-4 ours dans les années 90, maintenant on atteint bientôt 50 individus. Et là, on a cet automne réintroduit 2 ours dans une région où il n'y avait plus que 2 mâles. Et donc cette population était vouée à disparaître parce que les 2 mâles, ils ne peuvent pas faire grand-chose entre eux. Donc on vient de leur apporter 2 femelles donc, qui sont a priori gestantes. Donc là, elles rentrent en hibernation, elles vont dans leur tanière donner naissance à 2 voire 3 oursons. Et elles vont sortir de la tanière en mars, à peu près en mars, fin février, mars. Et elles vont sortir avec chacune 2-3 oursons. Et donc, voilà, donc on est passé de 2 mâles qui ne peuvent pas faire grand-chose à quasiment, en quelques mois, à une population de 8. Les oursons vont grandir. Dans 2 ans, les jeunes femelles vont elles aussi donner naissance. Et les 2 populations vont se reconnecter. Et donc là, c'est une super nouvelle. Au niveau des oiseaux, les cigognes blanches, il n'y avait plus de cigognes blanches dans les années 70 en France. Maintenant, on a 1200 couples. Les cigognes noires, il n'y en avait plus, elles reviennent. Les grues cendrées retraversent à nouveau depuis la Scandinavie et vont vers l'Espagne, traversent toute la France. Et maintenant, elles trouvent la France tellement accueillante qu'elles s'installent pour tout l'hiver en France. Et c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de grues cendrées qui reviennent. Les castors sont revenus, il n'y en avait plus. Les loutres étaient quasiment au bord de l'extinction, ça revient. Je parlais des phoques tout à l'heure, il n'y avait plus de phoques dans les années 60, 70, 80. Ils reviennent maintenant, on en est à pas loin de 500 phoques. Alors évidemment, quand on compare aux pays voisins, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, on fait encore un peu pauvre. Mais c'est quand même mieux que rien par rapport à il y a 40 ans. Un film comme Les Saisons, celui qu'on a projeté ce matin aux écoliers, c'est un film qu'on n'aurait pas pu faire en France il y a 40 ans. Parce que les espèces qu'on a filmées n'existaient plus, tout simplement. C'était pas possible.
Aujourd'hui, on peut filmer des vautours, on peut filmer des chamois, grâce des bouquetins, grâce aux Italiens. Les derniers bouquetins ont été protégés en Italie et ils sont revenus en traversant la frontière dans les Alpes françaises. Pareil pour les bouquetins des Pyrénées, ils sont revenus d'Espagne et ils sont passés en France, les 4 espèces de vautours, tous les rapaces, les aigles, les hiboux, les chauves-souris, ça repart. Voilà, tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Juste entre parenthèses, les mauvaises nouvelles qu'on nous assène ces derniers temps, ça concerne une nature très précise. Ce sont les insectes ou les grenouilles ou les oiseaux des campagnes. C'est vraiment la nature ordinaire, celle qu'on avait toujours l'habitude de voir et qu'on ne regardait même pas tellement c'était banal, les hirondelles, les moineaux, les papillons dans les champs. C'est ça qui se casse la figure. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment les pratiques agricoles intensives qui font que les fossés, les haies ont disparu, l'épandage massif de pesticides a empoisonné tout ça. Voilà, c'est essentiellement ça. Les nouvelles pratiques agricoles et l'usage des pesticides fait que la petite vie qui s'était habituée, parce qu'effectivement, il y a 20 000 ans, cette petite vie-là, ou il y a 10 000 ans, cette petite vie-là, elle n'existait pas, puisqu'elle est liée à l'écosystème des campagnes. Des prés, des champs, des petits fossés, des haies, des petits villages avec les murs de pierre. Tout ça, ça a été créé par l'homme, mais ça a été favorable à beaucoup d'espèces, finalement. Et ce sont toutes ces espèces qu'on a favorisées par nos pratiques agricoles, qu'on défavorise aujourd'hui par un changement de pratiques agricoles qui sont passées d'une échelle relativement réduite à l'échelle humaine, finalement, à des échelles inhumaines et vraiment immenses. En France, on a dans la Beauce des champs qui sont à perte de vue, c'est-à-dire que jusqu'à l'horizon, c'est un champ immense, quoi. On ne voit pas la fin du champ. Donc les espèces sauvages qui peuvent vivre là-dedans, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc c'est vraiment la nature liée à ces champs qui est aujourd'hui en train de disparaître en France et en Europe, mais surtout en France. Mais toutes les autres, les espèces liées à la montagne, aux forêts, aux rivières et à la mer, elles sont toutes en train de revenir. Et on n'en parle pas. Donc on a vraiment voulu, dans ce livre-là, les concentrer pour dire, voilà, c'est des bonnes nouvelles. Et il faut capitaliser là-dessus. C'est à partir de ça qu'on peut revenir. S'il y a autant alors même s'il y en a moins que chez nos voisins de cerfs et de chevreuils, par exemple, il y en a quand même... c'est revenu en France. Il n'y en avait plus du tout, ça revient. Il y en a encore moins que chez nos voisins, mais il y en a quand même plus qu'avant. S'ils reviennent, c'est parce qu'il y a plus de forêts. Et pourquoi il y a plus de forêts sauvages ? Parce qu'on a laissé la forêt pousser. Au temps de Napoléon, il y avait quasiment plus de forêt en France, et aujourd'hui, elle a plus que doublé de surface, notamment dans les montagnes. Et quand la forêt se développe, quand la forêt vieillit, dans ce livre-là, j'ai tout un chapitre sur les vieilles forêts et ce que les vieilles forêts peuvent apporter. Elles entraînent tous les herbivores et les ongulés avec elles. Donc parce qu'on a beaucoup de forêts en France, on a de nouveau beaucoup de chevreuils, de cerfs, de chamois et de bouquetins dans les forêts de montagne. Et voilà, et ça revient. Et le chamois, et c'est marrant parce qu'on s'est rendu compte en écrivant ces livres-là qu'il y a pas mal d'espèces qu'on imagine dans l'imaginaire collectif, qu'on imagine inféodées à des milieux très particuliers. Le chamois, pour nous, c'est la chèvre des montagnes qui vit dans les rochers, qui côtoie les glaciers. Et en fait, pas du tout. En fait, le chamois, il y a 15-20 000 ans, il était dans les calanques de Marseille. Le chamois, il a simplement besoin de terrain en pente. Mais le terrain en pente, c'est pas seulement à 2000 mètres d'altitude. Il y a des terrains en pente au niveau de la mer. Les calanques de Marseille, ça lui convenait très bien. Et aujourd'hui, on le laisse tranquille, relativement tranquille, parce que c'est quand même une espèce chassée, mais beaucoup moins chassée qu'avant. Il descend de la montagne. Le chamois descend de la montagne, traverse la vallée du Rhône et est en train de coloniser le Massif central. Il est passé dans le Jura, il descend du Jura et il est en Bourgogne maintenant, le chamois. Il est aux portes de Dijon, le chamois. Et vers le sud, il a traversé la Provence et il est à Fréjus et Saint-Raphaël. Vous avez au bord de la Méditerranée des chamois avec vue sur mer, sous les oliviers, les cigales et les pins. Voilà, il y a des chamois là, alors qu'on imagine forcément le chamois à 2000 ou 3000 mètres d'altitude. Non, le chamois, il est en train de
de retrouver son ancienne aire de répartition. Ça avance lentement, mais voilà, c'est en train de revenir. Le bouquetin, c'est pareil. Et toutes ces bonnes nouvelles, voilà. Et on est vraiment étonné de voir les espèces. Voilà, on imagine que l'aigle aussi, l'aigle royal, c'est un aigle imposant, majestueux, qui vit que dans les hautes montagnes. Pas du tout, il vit aussi en plaine. Il peut nicher dans les arbres, qu'on imaginait. On n'osait même pas imaginer ça. Donc voilà, la nature nous surprend toujours. Et ça fait du bien, quoi. Et ça fait du bien. Et donc, on a rassemblé tout ça dans ce livre-là. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui l'ont lu plusieurs fois, et juste pour se faire plaisir, quoi. Parce que, wow, enfin, des bonnes nouvelles. Et il faut partir de ça pour favoriser le retour du sauvage. Oui, c'est ce qu'on disait ça hier. Les zones protégées en France, voilà, il faut vraiment ramer, parce que les zones vraiment protégées où on coupe pas les arbres, on ramasse même pas les champignons, on tue pas les animaux, on les pêche pas, on cueille pas les fleurs, c'est à peine 1% du territoire de la France métropolitaine. 1% du territoire est vraiment protégé avec une protection efficace, où les animaux et la nature est laissée tranquille. 1%. Et ben, en Italie, c'est 10%. Les Italiens sont largement très loin devant les Français. Le territoire italien est plus petit que la France, et ben pourtant ils arrivent à protéger efficacement 10% du territoire. Ça devient quand même, c'est pas négligeable, 10%. Et c'est pas seulement dans les hautes montagnes, hein, il y a même, voilà, c'est partout réparti sur le territoire italien. Voilà. Donc si en France on pouvait attendre, même doubler les surfaces, de passer de 1 à 2%, ce serait formidable. Et donc, et voilà, et on donne des pistes, on explique pourquoi il faut le faire, comment on peut le faire, que c'est pas compliqué, c'est pas, voilà, on donne tous ces, et c'est vraiment, pour nous, c'est un acte politique, quoi. On aimerait bien que tous les décideurs aient ce livre en main pour montrer que c'est pas qu'une utopie, puisque les choses, on est basé sur des faits réels. On a des chiffres. Qui sont actualisés. Voilà, c'est pas simplement un rêve de deux hurluberlus qui ont voulu se faire plaisir. Non, c'est tout ce qu'on dit est vrai. Ça se passe aujourd'hui. Donc il faut simplement donner un coup de pouce pour que ça soit encore plus riche. La nature nous fait du bien, et la nature peut même nous permettre de gagner de l'argent. La nature peut nous aider à combattre le changement climatique. Cyril Dion parlait beaucoup du changement climatique, qui est vraiment le défi aujourd'hui. La biodiversité, et notamment les forêts, peuvent nous aider à combattre le changement climatique. Ce sont vraiment des alliés. Pourquoi ? Parce que ce sont les forêts qui captent le carbone. Ça paraît... j'ai l'impression d'ouvrir une porte ouverte. Un arbre qui pousse, il stocke du carbone, évidemment. La cellulose de l'arbre, le tronc de l'arbre, c'est du carbone solidifié. Et si on le laisse tranquille, si on le laisse pousser pendant des siècles et des siècles, au lieu de le couper au bout de 80 ans ou 100 ans, pour après le brûler, et ben le carbone est prisonnier. Ce carbone ne peut pas se retrouver dans l'atmosphère. Et une découverte récente de la science des arbres montre que on a longtemps pensé que les arbres stockaient du carbone jusqu'à 100 ou 150 ans. Et puis après, ils en stockaient plus trop parce qu'ils vieillissaient. Et bien, on vient de montrer que plus un arbre vieillit, plus il stocke du carbone. Un arbre de 200 ans stocke plus de carbone qu'un arbre de 100 ans. Un arbre de 300 ans stocke plus de carbone qu'un arbre de 200 ans. Et comme ça, jusqu'à 400, 500, 600 ans. Plus les arbres sont vieux, plus ils stockent de carbone. Donc il vaut mieux un vieil arbre que 10 jeunes arbres autour de lui. Donc il faut laisser les forêts vieillir. Il faut évidemment laisser les forêts prendre de l'ampleur, qu'il y ait de plus en plus d'arbres et de plus en plus de vieux arbres. Et quand les arbres tombent, il ne faut pas nettoyer les forêts. Surtout pas, parce que les arbres vont finir par le tronc qui pourrit. En fait, la pourriture, le tronc se transforme en humus. Et cet humus, alors là, il peut rester pendant des milliers d'années, et il stocke le carbone pendant des milliers d'années. Et voilà. Et finalement, le charbon qu'on brûle aujourd'hui dans nos centrales, le charbon et le pétrole, ce n'est que de l'humus des forêts qui date d'il y a des dizaines de millions d'années et qui était conservé dans le sol. Donc il faut favoriser les forêts, qu'il y ait de plus en plus de forêts, donc favoriser les surfaces de forêts et l'âge des forêts.
Il faut que les arbres vieillissent, il faut qu'on les laisse tranquilles. Et alors, ils stockent de plus en plus de carbone, comme je disais, mais en plus, ils accueillent de plus en plus de biodiversité. Un arbre de 100 ans accueille plus de biodiversité qu'un jeune qui pousse à côté de lui, mais un arbre de 500 ans accueille beaucoup plus de biodiversité qu'un arbre de 100 ans, parce qu'il y a des plantes qui vont pousser sur lui, il y a des champignons qui vont pousser sur une branche morte, parce qu'il y a des insectes qui ne poussent que dans les vieux troncs, parce que les chauves-souris ont besoin des petites crevasses sous l'écorce pour pouvoir se reproduire. Un jeune arbre, il n'a pas d'écorce vermoulue, donc il ne peut pas accueillir les chauves-souris. Et voilà, et de fil en aiguille, comme ça, les vieux arbres sont vraiment des sources de biodiversité incroyables. Il faut vraiment laisser pousser les vieux arbres. Donc on milite vraiment pour ça. L'autre facteur pour réduire et tamponner le changement climatique, curieusement, ce sont les rivières. On milite pour libérer les rivières. Il faut libérer les rivières. Et pourquoi ? Parce qu'une rivière qui coule depuis la montagne jusqu'à la mer, elle transporte des sédiments. Elle érode la montagne, hein, elle grignote la montagne avec l'érosion, et toute la poussière qu'elle emmène jusqu'à la mer, c'est surtout basé sur du calcaire et du calcium. Et ce calcium, dans la mer, il sert au plancton et aux coquillages à construire leur carapace, aux coraux à construire les récifs coralliens. Mais enfin, on n'a pas beaucoup de récifs coralliens en Europe, mais sous l'équateur, il y en a beaucoup. Donc voilà, les coraux, les coquillages et le plancton, ils construisent leur squelette et leurs coquilles à base de calcaire. Mais pas seulement de calcaire. Ils ont besoin de calcaire et de gaz carbonique. Et le gaz carbonique, il est capté dans l'atmosphère. Le gaz carbonique se dissout de l'atmosphère dans la mer, parce que voilà, pour un phénomène de différence de densité. Physiquement, le carbone de l'atmosphère, le dioxyde de carbone de l'atmosphère se dissout dans l'eau de mer, et c'est ce dioxyde de carbone dissous dans l'eau de mer que c'est tous ces animaux, le phytoplancton, que le zooplancton, les coquillages, les coraux, captent pour l'associer au calcaire amené par les rivières pour fabriquer leurs coquilles. Tout ça tombe à la fin, quand un coquillage meurt, tout ça tombe au fond de l'océan et finit par créer des couches considérables de nouveaux calcaires, en fait. Et alors là, c'est pour des millions d'années. Hein. Le carbone, il est stocké pendant des millions d'années, et il ne sera érodé que des millions d'années plus tard, quand le fond de la mer va ressurgir sur la forme de nouvelles montagnes. Et là, voilà, on parle dans des dizaines ou des centaines de millions d'années. Donc ça permet de capter ce carbone de façon extrêmement efficace. Hein. Extrêmement efficace. Le problème, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, les rivières, on les barre. On empêche les rivières d'amener les sédiments jusqu'à la mer. Mais c'est de façon incroyable. Hein, c'est près de 80... Le Rhône, par exemple, il n'amène plus que 10% de ses sédiments en Méditerranée. 90% des sédiments qu'il transporte sont bloqués derrière les différents barrages qui barrent son cours depuis sa source jusqu'à l'embouchure. Donc il ne peut apporter que 10% de l'effet tampon sur le changement climatique, finalement. Et alors, si vous multipliez par le nombre de rivières, ça devient incroyable. L'autre impact des rivières et des fleuves, en dehors du changement climatique, c'est la production primaire. Tout le phytoplancton, finalement, et le phytoplancton, le zooplancton et les coquillages qui sont favorisés par les sédiments, en fait, ils construisent leur squelette et leurs coquilles. C'est la base de toute une chaîne alimentaire qui finit par les poissons, et puis les dauphins et les baleines. Et donc, si on empêche les rivières d'amener finalement les sédiments à la mer, on empêche les coquillages et le plancton de se produire. Et donc, on empêche les poissons, eux aussi, de se nourrir et de se produire. S'il y a moins de poissons dans la mer, notamment, c'est parce qu'on les a énormément pêchés à outrance, mais c'est aussi parce qu'on empêche la mer d'être elle-même productive. Donc, l'impact des rivières est vraiment phénoménal. On le connaît pas. Les scientifiques le savent, mais voilà, il faut que ça diffuse dans la société. Ouais. Alors, il y a évidemment
faire infléchir les pouvoirs publics quand même. Et tu disais qu'il y a quand même une prise de conscience, disons, collective, qui est aux portes de la... disons, on n'en est pas encore à la révolution que demande Cyril, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui commencent à avoir du succès et les gens commencent à être sensibilisés. On sent vraiment que ça frémit parce que cette collection, la collection Domaine du possible, Je passe à l'acte, mais chez d'autres éditeurs, au Seuil, il y a une très belle collection qui s'appelle Anthropocène. José Corti a lancé une très belle collection qui s'appelle Biophilia. Enfin, on sent que, et c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, c'est un symptôme que si les maisons d'édition sortent des collections sur la nature, sur notre rapport à la nature, sur l'environnement, sur comment vivre mieux avec la nature, c'est que dans l'opinion publique, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est vraiment, tous ces livres sont là pour accompagner une lame de fond et qui est visible. Par exemple, il y a quelques années, jamais on aurait imaginé donner des droits aux animaux dans la loi. Alors, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, mais on est en train d'y penser. Il y a des propositions de loi, il y a des associations qui militent pour. C'est pas encore pour demain, mais c'est peut-être pour après-demain. La question de la sensibilité animale, il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout. Et maintenant, on est en train de parler de la sensibilité des poissons, des insectes, des associations en France comme L214. Si vous connaissez, ils font un travail assez percutant. Mais il y a quelques années, on n'entendait pas parler. Et là, ça fait partie de ce mouvement sur la sensibilité animale. Je discutais la semaine dernière avec un forestier qui va peut-être d'ailleurs travailler et faire un livre dans la collection Monde Sauvage, parce que c'est un spécialiste des chauves-souris. Et il disait, lui, il travaille sur les chauves-souris qui vivent dans les arbres. Donc il passe sa vie dans les arbres. Il grimpe dans les arbres et il étudie les chauves-souris dans les arbres. Et il disait, il travaille dans des forêts assez fréquentées, comme Rambouillet dans le sud de Paris. Et il disait qu'il y a 10 ans, il pouvait passer des jours dans des parcelles de forêt ou en haut dans les arbres sans voir personne. Et aujourd'hui, il voit tout le temps du monde. Dans des parcelles même éloignées, il est là dans les arbres. Alors les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un gugus là-haut pendu aux branches en train de regarder les chauves-souris. Et il y a tout le temps du monde maintenant. Et il dit il y a de plus en plus de monde qui fréquente la forêt. Et ce qui va contre l'idée reçue que il y a de moins en moins de monde qui est en contact avec la nature. C'est ce que je pensais moi jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à ce qu'ils me disent non, en fait, il y a de plus en plus de monde qui vont dans les forêts, qui vont le week-end dans les forêts. Il y a une demande. Lui, il analyse ça comme une demande de la société pour un contact de plus en plus fort avec la nature. Et finalement, tous ces livres accompagnent cette demande-là, quoi. Donc il y a vraiment de l'espoir parce qu'on a l'impression que les choses sont prêtes à basculer, en fait. On n'a plus vraiment le choix, en fait, où on bascule, où on meurt tous, non ? Disons que... En tout cas, il y a quand même un récit catastrophiste qui est quand même largement vrai. En tout cas, l'homme occidental, oui, il ne pourra pas durer très longtemps. La vie, je ne me fais aucun souci pour elle. La vie, elle en a vu d'autres, des catastrophes, il y en a eu plein. Ça fait 3,8 milliards d'années qu'il y a de la vie sur Terre. Des catastrophes, mais des catastrophes énormes, avec 90% de la vie sur Terre qui disparaît. D'un coup, à partir des 10% restants, ça de nouveau, ça explose. Et la dernière extinction, c'était il y a 65 millions d'années, les dinosaures. C'est la perte, la disparition des dinosaures qui a permis l'explosion des mammifères. Il y avait déjà des mammifères, mais qui étaient tout petits, qui vivaient dans l'ombre, qui vivaient la nuit et qui ne pouvaient pas se développer à cause des dinosaures qui occupaient toutes les niches écologiques. Les dinosaures disparaissent, tout de suite ils sont remplacés par les mammifères. Nous, on va disparaître, on va être remplacé, je sais pas, par des crabes, par les moustiques, par des bactéries, je sais pas, mais la vie, il y a aucun problème. Mais c'est vraiment nous qui sommes le plus fragile, parce qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire. Le sommet de la chaîne alimentaire, c'est pas lui qui dirige, c'est pas lui qui décide, c'est lui qui est le plus fragile parce qu'il est tout en haut. Merci. Librairie à Stendhal.
les rencontres de la Librairie française de Rome. La connaissance par la lecture, c'est vraiment un instrument de liberté extraordinaire parce que c'est le premier pouvoir pour comprendre. Libreria Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram.